le 8 mai 2015. Nous fêtons aujourd'hui les 10 ans des indigènes de la République. Les 10 ans d'une organisation politique décoloniale, radicalement décoloniale et autonome, dirigée par et pour des militants issus de l'histoire coloniale. 10 ans, c'est peu et c'est beaucoup. C'est donc un événement important que nous souhaitions fêter dignement, mais j'y reviendrai plus tard. Mais le 8 mai, c'est beaucoup d'autres choses aussi. Pour la France officielle et pour une grande partie des Français, le 8 mai 45 est un jour de fête. Pour les descendants colonisés et pour les anticolonialistes, c'est un jour de deuil. Aujourd'hui, nous sommes tristes. Mais au-delà du deuil, il y a le caractère politique de cette date du 8 mai. Car le jour où le nazisme est vaincu, le jour où la République et l'État de droit sont rétablis, la France commet un massacre de masse dans l'une de ses colonies. La date du 8 mai contient toutes les contradictions de la République française d'hier et d'aujourd'hui. La démocratie pour les Français, le système colonial pour les colonisés, les droits de l'homme pour les uns, la torture pour les autres, l'universalisme pour les uns, l'indigénat pour les autres, et aujourd'hui, la citoyenneté pour les uns, les discriminations, les crimes policiers, les contrôles aux faciès et le déni d'histoire pour les autres. Cette histoire de ce présent construise un eux et un nous, qu'on le veuille ou pas. Et si nous voulons sortir de cette ornière, sortir de ce face-à-face mortifère, échapper aux conflits, aux guerres civiles qui s'annoncent, il serait grand temps d'affronter ces contradictions profondes qui structurent cette République aigrie et nostalgique du temps béni de sa puissance coloniale. Cette État-nation qui n'a jamais renoncé à son empire et qui tous les jours crée les conditions d'un conflit de civilisation dont nul ne sortira indemne. Le 8 mai, c'est encore plus que tout ce que je viens d'évoquer. D'abord, nous sommes le lendemain du 7 mai. Le 7 mai 54 a été la date d'une victoire historique et révolutionnaire, celle de Dien Bien Phu au Vietnam. Une victoire historique pour les colonisés, une raclée historique pour les colonialistes. Le 8 mai, c'est aussi 2 jours avant le 10 mai. Jour qu'on choisit des descendants de déportés africains pour commémorer l'un des plus grands crimes contre l'humanité, qui est la traite transatlantique, communément appelée traite négrière. L'année 2015, c'est aussi une année forte en symbole, car nous commémorons 4 grands événements majeurs. D'abord, comme je viens de l'évoquer, les 70 ans des massacres de Sétif et Guelmard d'Algérie, le 8 mai 45 par l'armée française. Ensuite, les 60 ans de la conférence internationale de Bandung en 1955. Les 10 ans de la loi reconnaissant la prétendue œuvre positive française dans ces colonies votée
le 23 février 2005. Et enfin, les 10 ans des émeutes des banlieues. Des émeutes qui ont embrasé la France pendant plus de 3 semaines, en automne 2005, et qui ont ébranlé tant le pouvoir que les observateurs politiques. Voilà, le 8 mai, c'est tout ça à la fois. Des défaites et des victoires, des sales coups et des résistances, un héritage politique inestimable et de nombreuses raisons de garder la foi dans la lutte face à l'oppression raciste et impérialiste. Aujourd'hui, nous sommes donc en deuil. Aujourd'hui est un jour de commémoration. Les indigènes commémorent d'abord pour rendre hommage à leurs morts. À tous ceux de Madagascar, du Sénégal, du Vietnam, de Tunisie et d'ailleurs, massacrés par les troupes coloniales. Commémorer, c'est se remémorer. C'est redonner vie à ces morts. C'est réhabiliter leur combat. C'est rendre aux morts leur dignité. C'est leur rendre justice. Commémorer, c'est effacer symboliquement leur douleur. C'est transformer les victimes en héros. Les indigènes refusent d'oublier parce qu'oublier serait rendre inutile ces morts. Rendre hommage à ces morts, c'est perpétuer leurs souvenirs, c'est les continuer. C'est transformer ces morts en acteurs des luttes actuelles qui sont le prolongement de leur propre combat. Nul esprit de revanche ici, mais une volonté de transformer le monde pour s'y sentir bien. C'est pourquoi je vous propose un moment de recueillement avec Saïd Akhelfi, qui est un célèbre flûtiste et que je remercie d'être là ce soir, et avec qui nous allons rendre hommage aux luttes des damnés de la terre. Je vous remercie.
Ce que je vais dire ici n'engage que le pire et aucune de nos intervenantes. Comme je vous l'ai dit, nous souhaitions traiter dignement les disants du pire. Aussi, je vous propose de vous présenter le pire, car nous sommes une organisation qui suscite énormément d'interrogations, de polémiques, parfois de l'admiration, parfois de la haine. Mais nous laissons rarement indifférents. J'ai intitulé cette intervention, qui ne sera pas très longue, qu'adviendra-t-il de toute cette beauté? Je ne vais pas faire ici un bilan politique du pire, car ce serait trop fastidieux. 10 ans, c'est peu, et c'est beaucoup pour une organisation autonome de militants issus de l'immigration postcoloniale. C'est même un miracle. La seule chose que je puisse dire, c'est que nous sommes fiers de notre œuvre, de notre foi, de notre détermination. Nous sommes fiers d'avoir survécu sans avoir demandé le moindre sou à la puissance publique. D'avoir survécu sans jamais avoir fait allégeance à la gauche française. Et même à la gauche radicale. Nous sommes fiers de n'avoir renoncé à aucune de nos convictions, que ce soit concernant l'existence d'un champ politique blanc, l'existence des races sociales. Nous sommes fiers d'avoir inventé notre propre vocabulaire et d'avoir élaboré notre pensée politique à partir de notre histoire, de notre vécu et de notre réalité sociale. Nous sommes fiers d'avoir donné un contenu politique fort à la notion d'autonomie, d'avoir élaboré notre propre politique, notre propre stratégie, d'avoir inventé nos alliés blancs ou d'avoir su les sacrifier quand il le fallait. Nous sommes fiers d'avoir posé la question centrale du pouvoir et de la stratégie pour l'atteindre. Nous sommes fiers d'avoir entendu Abdelmalek Sayad quand il nous a enseigné exister, c'est exister politiquement. Nous sommes fiers d'être des héritiers. Et par-dessus tout, nous sommes fiers d'avoir convaincu beaucoup d'Arabes, de Noirs, de musulmans, d'habitants des quartiers, de la réalité du continuum colonial et de la nécessité d'autonomie. Nos échecs sont sûrement plus nombreux que nos victoires. Nous en avons fait un bilan critique dans notre livre, que vous pouvez trouver ici. Nous sommes les indigènes de la République. Parmi nos grands échecs, celui de ne pas avoir réussi à unifier dans une seule et même organisation les principales victimes du racisme d'État, noirs, arabo-musulmans et roms, ou encore de ne pas avoir réussi à constituer une base sociale suffisamment significative pour peser dans le jeu politique et créer un rapport de force susceptible de défendre efficacement les intérêts de ce groupe, de cette communauté de conditions qui représente aujourd'hui la France d'en dessous de la France d'en bas. La France des ghettos, la France des banlieues. Je voudrais remercier ici toutes celles et ceux qui nous ont soutenus à un moment ou à un autre de cette décennie. Je remercie en particulier celles et ceux qui se sont accrochés et qui continuent de nous défendre dans leurs organisations. Ils sont nombreux à nous avoir quittés en chemin, mais ils sont nombreux ceux qui s'accrochent et pensent que notre parole et notre action sont indispensables au paysage politique français et qu'il faut les respecter. Je remercie particulièrement tous les militants du pire d'hier et d'aujourd'hui. Je remercie en particulier Cédric Chiari pour son apport théorique inestimable et que je vous conseille de découvrir
incontournable concernant la question raciale décoloniale en France. Je voudrais remercier également Youssef Boussouma, infatigable militant de la cause palestinienne et du tiers-monde. Je voudrais remercier Baye Elisette, militant château-caribéen, compagnon de la première heure, dont l'expérience militante constitue l'un des piliers de notre organisation. Je voudrais remercier Ramon Grossfogel, portoricain, immense militant décolonial, professeur à l'Université de Berkeley aux États-Unis, et qui nous a toujours soutenus activement dans notre action. Je remercie enfin la mairie de Saint-Denis qui nous accueille aujourd'hui. À tous, notre infinie gratitude. Nous avons des amis, nous avons des ennemis. Des ennemis irréductibles, parmi lesquels l'ensemble du champ qui va du PS à l'extrême droite, en passant par l'UMP et l'UDI. Parce qu'ils se partagent le pouvoir depuis presque 40 ans, parce qu'ils pratiquent des politiques ouvertement contre les quartiers et l'immigration, ou parce qu'ils sont clairement racistes et impérialistes. Il n'y a aucune alliance possible avec eux. Avec tous les autres, nous sommes extrêmement critiques. Ils font tous partie du champ politique blanc. Ils sont tous, à un degré ou à un autre, eurocentriques et pensent à travers les intérêts des classes moyennes blanches ou du prolétariat blanc. Ils participent tous à un degré ou à un autre, et même involontairement, de l'exclusion politique des post-colonisés et des habitants des quartiers. Ils ne sont pas forcément des amis spontanés, mais c'est dans ce segment que nous trouvons nos alliés, nos compagnons de route, lorsque nous nous mobilisons contre les crimes policiers, contre le racisme d'État, pour les sans-papiers, contre la France-Afrique ou pour la Palestine. C'est donc avec eux et contre eux que nous nous battons. Et pour reprendre la phrase de Sadr Riari, c'est parce que la gauche est notre partenaire privilégié qu'elle est notre adversaire premier. Nous avons donc des ennemis organisés, le PS, la droite et l'extrême droite, mais aussi des associations, SOS Racisme, Ni Peuple Ni Félise, le CRIF, la FDJ, François de Souche, Égalité et Réconciliation, la Griffe et tant d'autres. Et nous pourrions ajouter, depuis quelques jours, et contre toute attente, la direction du rap, qui nous fait passer pour des antisémites. Nous espérons que les militants du rap seront suffisamment clairvoyants pour empêcher la dérive nationale républicaine de ces associations antiracistes, pour laquelle nous avions beaucoup de respect du temps de Mouloud Aounit, que Dieu est son âme. Nous pourrions ajouter des médias, Marianne par exemple, qui nous vouent une haine incommensurable depuis le début. Et nous avons l'honneur aussi de compter parmi nos ennemis des personnalités médiatiques, et pas des moindres. Caroline Fourès, Elisabeth Lévy, Elisabeth Banater, Philippe Val, Yvan Ruffol, et j'en passe. Mais au pire, il y en a un qui a notre préférence,
d'indigènes dans notre République. C'est une indignité que de s'exprimer en ces termes. Un pas d'indigènes dans notre République. C'est une indignité que de s'exprimer en ces termes. Ce que je constate, c'est que dans de nombreuses immigrations, il y avait vis-à-vis de la France un certain sentiment qui pouvait être aussi de méfiance, notamment pour ce qu'avaient vécu mes parents, mais aussi d'admiration et de gratitude. C'est valable, en effet, mais aussi pour sa culture, etc. Ce que je remarque, si vous voulez, c'est de votre côté la disparition de toute forme d'admiration, quelle qu'elle soit, en faveur d'un discours exclusivement, violemment et parfois artificiellement accusatoire. Ça ne devrait pas pouvoir se passer comme ça. La France ne mérite pas cet excès d'indignité. Il faut tout réduire à un face-à-face entre des immigrés qui seraient rejetés et une France raciste dans sa société et dans ses institutions. Il n'y a pas d'indigènes. Ce face-à-face est mensonger. Il n'y a pas la France, il n'y a pas d'indigènes dans notre République. D'indigènes dans cette République. J'espère que vous avez bien retenu la leçon. Si, monsieur Finkielkraut, il y a des indigènes en France, la preuve, c'est qu'ils luttent. Effectivement, il y a en France une lutte des races sociales. Le mot fait peur, et pourtant, il n'y a rien de plus banal que la lutte des races sociales. Elle est tellement banale qu'on ne la voit pas. Pourtant, elle structure notre quotidien. La lutte des races sociales, ou la manifestation des résistances des races sociales, est partout. Dans la lutte des foyers Sonacotra, dans la lutte des sans-papiers, dans la lutte contre la double peine, dans la lutte du CCIF contre l'islamophobie, de MTE, l'amende toutes égales, d'une école pour tous et toutes contre l'islamophobie, dans la lutte contre les crimes policiers ou le contrôle au faciès, dans les mobilisations monstres contre les bombardements de ceux qu'on a appelés la génération Gaza en 2009 et 2014, dans la lutte pour les réparations, pour la mémoire de l'esclavage, dans la lutte des associations des quartiers pour obtenir le permis de construire une mosquée, dans le rassemblement annuel des musulmans d'Europe et des Bourget, qui est une expression de la résistance culturelle des musulmans, dans le succès de Tariq Ramadan et l'attention que la jeunesse musulmane lui accorde depuis 20 ans, alors qu'elle se désintéresse massivement des organisations politiques traditionnelles. Dans la mobilisation contre Exhibit B, cette exposition qui a été vue par des descendants d'Africains comme une insulte à leur histoire et à leur intégrité morale et physique. Et j'en passe. Mais les races sociales, elle est aussi dans celles et ceux qui ont tenu à exprimer, alors même qu'ils condamnaient les attentats, qu'ils n'étaient pas chargés. La lutte des races sociales, les luttes des races sociales sont des luttes qui transforment la France et qui sont à mettre au crédit des luttes sociales et qui rendent meilleure la vie de tous. Mais parfois ces résistances sont ambivalentes, surprenantes, déroutantes. Par exemple, quand des musulmans vont offrir des fleurs aux passants pour leur expliquer que l'islam, c'est bien, c'est pas terroriste, c'est une manifestation de la résistance indigène. Certes, très naïve, certes, c'est une manifestation défensive de la résistance des races sociales, mais c'en est une et il faut savoir la reconnaître. S'évertue à recenser toutes les inventions et découvertes que l'on doit à des Africains pour tenter de convaincre qu'ils existent, qu'ils sont capables d'inventer, c'est une réponse toujours naïve, mais une réponse quand même au mépris négrophobe, au déni de civilisation qui est fait au peuple africain depuis 500 ans. Je voudrais
contre le Parti communiste ou le PS et soutenir la droite pour se venger des premiers, c'est aussi une manifestation de la lutte des races sociales. Le basculement de nombreux militants des quartiers vers la droite pour punir la gauche et parfois pour faire tomber des mairies socialistes et communistes, c'est une des dimensions de la lutte des races sociales. Car se libérer de la gauche paternaliste, c'est un acte de résistance indigène, ambivalent, menant très souvent à des impasses, mais il faut aussi savoir et reconnaître la lutte des races sociales. Et enfin, même l'action des traîtres, comme Rachida Dati, Malek Bouti ou Ramayal, est aussi une manifestation de la lutte des races sociales. N'oubliez pas, je venais de dire qu'elles étaient ambivalentes. Leur ambition dévorante, leur ascension, telles des belles amies de l'immigration, qui nécessitent de nous piétiner pour réussir, c'est une forme de manifestation de la lutte individuelle et égoïste des races sociales. Lorsque Rachida Dati obtient le ministère de la Justice, un ministère régalien, lorsqu'elle est au sommet de sa gloire, et aussi traître qu'elle soit, elle ne peut pas ne pas penser à sa mère Zora. Et c'est le nom qu'elle a donné à sa fille. Elle ne peut pas ne pas penser au chemin parcouru par une fille d'ouvrier maghrébin. Elle a sa revanche sur l'histoire. Même s'il faut les combattre, les traîtres participent à leur manière de la lutte indigène. Enfin, la manifestation des races sociales peut avoir une dimension carrément laide et effroyable. Les attentats contre Charlie Hebdo et le supermarché Cachet, par exemple. Dans les races sociales, et dans la lutte des races sociales, il y a le pire et le meilleur. Les luttes des races sociales vont des plus bisounours aux plus libératrices, en passant par les plus folles et les plus destructrices. Il y a les luttes qui nous font avancer collectivement et celles qui nous font régresser collectivement. Ce sont les impasses du système racial qui poussent les victimes à offrir des fleurs, à faire des listes d'inventions, ou qui créent des Mohamed Merah, des Koulibaly et des Kouachi. C'est à ce stade de mon intervention que je souhaite évoquer cette question fondamentale de James Baldwin, l'immense écrivain afro-américain qui nous laisse une littérature fabuleuse et qu'il faut s'empresser de découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. Sa question, c'était la suivante. Qu'adviendra-t-il de toute cette beauté? C'est le titre de mon intervention. Je le cite. Qu'adviendra-t-il de toute cette beauté? Car les Noirs, même si certains d'entre nous, noirs et blancs, ne le voient pas, sont très beaux. Et lorsqu'ici, à la table d'Elijah, nous parlions de la vengeance de Dieu, et quand cette vengeance sera consommée, qu'adviendra-t-il alors de toute cette beauté? Je sentais aussi que l'intransigeance et l'ignorance du monde blanc rendraient peut-être inévitable cette vengeance. Je ferme les yeux. Lorsque James Baldwin pose cette question, qu'adviendra-t-il de cette beauté? Il s'inquiète. Il s'inquiète pour les Noirs. Et il s'inquiète pour nous. Il s'inquiète pour notre beauté. Il s'inquiète parce qu'il sent que ce système va nous dévorer, nous pourrir, nous corrompre. Il s'inquiète parce qu'il s'interroge sur notre capacité à rester humains, à nous respecter les uns les autres, à nous aimer les uns les autres, sans bien sûr pour autant tendre l'autre joue. Je voudrais ici évoquer quelqu'un qui offense notre beauté. Une personne qui offense notre beauté et qui entraîne une partie des nôtres, et plus exactement qui nous intègre par son obscénité dans l'histoire terrifiante de la modernité occidentale et ce qu'elle a produit de plus ignoble. Une quenelle au mémorial de la Shoah. Une quenelle au mémorial de la Shoah. Au
Au pire, nous sommes anticolonialistes, donc antisionistes. Rien ne nous empêchera de soutenir la juste cause du peuple palestinien. Rien ne nous empêchera de soutenir la résistance, même quand elle est armée. Même quand elle est islamique. Pour le rappel de Nelson Mandela, c'est l'oppresseur qui détermine les moyens de la lutte. Intimidés par une quelconque accusation d'antisémitisme. Mais rien, je dis bien rien, ne fera de nous des profanateurs de mémoire et de tombes. Ne fera de nous de vulgaires négationnistes. Parce que nous tenons à notre beauté. La question palestinienne qui nous est chère ne doit pas devenir le prétexte pour des petits fachos de nous inoculer le poison de la haine sous quelque forme que ce soit. Suivre et céder à ce genre de provocation, c'est s'intégrer à la structure mentale de l'impérialisme et du racisme occidental. C'est se soumettre aux idéologies qui ont exterminé nos ancêtres avant le génocide des Juifs et des Tziganes. Sommes-nous prêts à abandonner notre beauté, à la vendre à ceux-là même qui nous oppriment et qui nous méprisent? Serions-nous à ce point intégrés, souillés de l'intérieur pour nous gargariser d'une quenelle au mémorial de la Shoah? Sur le tombeau des victimes à qui nous devons du respect, comme à tous les morts de crimes de l'Occident. Il en va de même pour les tumules du 7 janvier dernier à Paris. Des indigènes, noirs et musulmans, ont commis des crimes. Au pire, nous savons parfaitement bien que ces tueurs, qui font partie de notre corps social, qui sont des nôtres, sont les produits de la France. Et qu'ils sont avant tout des créatures de la violence impérialiste. Nous savons qu'ils sont le produit du racisme, de l'islamophobie, de la négrophobie, du ghetto social dans lequel ils étaient incarcérés, des guerres impérialistes effroyables en Irak, en Afghanistan, en Palestine. Mais nous n'ignorons pas la responsabilité du champ politique, dit progressiste ou de gauche, qui continue d'appréhender la banlieue à travers des grilles d'analyse strictement économistes, en marginalisant la question raciale, les questions d'identité ou religieuse, ainsi que la question fondamentale de notre dignité bafouée. Nous ne mésestimons pas non plus nos propres responsabilités. Nous n'ignorons pas que si les frères Kouachi ont voulu venger le prophète de l'islam, alayhi salam, c'est parce que nous sommes encore peu nombreux et peu organisés pour défendre le sacré des damnés de la terre. Nous savons que si Koulibaly a tué des juifs, c'est parce que nous ne sommes pas assez organisés pour proposer une alternative crédible contre la hiérarchisation étatique des communautés en France qui jouent la concurrence entre les communautés. Phénomène qu'il faut bien appeler ici philosémitisme d'État. Et parce que nous ne sommes pas assez nombreux pour défendre les Palestiniens contre le mouvement sioniste en France. Le basculement dans cette violence aveugle, c'est ça que redoutait James Baldwin. Les Noirs sont beaux, qu'adviendra-t-il de cette beauté? Dans un livre qui s'intitule Dans la peau d'un noir, un blanc qui s'est transformé
noir et qui raconte son expérience de noir dans l'Amérique des années 50, rencontre un noir qui lui dit ceci à propos des Blancs. Ils sont enfants de Dieu tout comme nous. Dieu nous le dit nettement, nous devons les aimer. Si nous les détestions, nous nous rabaisserions à leur niveau. Si l'on cessait de les aimer, c'est alors qu'ils seraient les vainqueurs, ils auraient achevé la destruction de notre race d'une manière certaine. Ils nous auraient fait toucher le feu. Je ferme les guillemets. Au pire, nous sommes conscients de la portée politique et de la pertinence de la question posée par James Baldwin. Qu'adviendra-t-il de notre beauté? Qu'adviendra-t-il de notre héritage des luttes? Qu'adviendra-t-il de Césaire, de Fanon, de Lumumba, de Jamila Bouhiet, de Solitude, de Nella Parmassever? Sommes-nous capables de marcher sur leurs pas et de préserver l'espoir d'une humanité fraternelle, celle qui dénonce les injustices d'un système, mais qui ne peut en aucun cas s'en prendre à des groupes humains pour ce qu'ils sont? Aujourd'hui, dans une Europe en crise économique, dans une Europe où les extrêmes droites enregistrent des scores inquiétants, dans une Europe de plus en plus fermée et indifférente à ces milliers de migrants qui meurent de manière atroce dans ce nouveau cimetière qu'est la Méditerranée. Notre défi est d'échapper à un destin qui pourrait faire de nous des supplétifs, des complices de cette Europe égoïste. Notre défi est de poursuivre la lutte décoloniale, de sauver la beauté des indigènes. Et ce soir, nous la poursuivons avec des femmes en lutte, des femmes insoumises, des femmes qui sont les dignes héritières des morts que nous commémorons ce soir, des sœurs de lutte qui poursuivent leur combat contre les injustices et les inégalités, leur combat pour la dignité, des luttes de femmes issues de l'histoire coloniale que le pire a souhaité mettre à l'honneur pour deux raisons principales. D'abord, nous les femmes en lutte et issues de l'histoire coloniale sommes méconnues. Nous sommes opprimés dans ce pays en tant que sujets postcoloniaux, en tant que travailleuses, en tant que femmes et en tant que pauvres. Nous sommes opprimés en tant que travailleuses, en tant que mères, en tant que sœurs, en tant que filles d'immigrés et d'ouvriers. Notre fardeau est lourd à porter, il nous éreinte. En plus des violences de l'État, nous subissons la violence des hommes, physique ou morale, une violence décuplée parce que nos frères sont eux-mêmes les victimes de violences structurelles qui les abîment et qui nous font payer parfois au prix fort. Et contrairement à ce qu'il se dit, nous sommes là aux côtés de nos familles, de nos enfants, de nos mères, de nos pères, de nos frères et de nos quartiers. Nous n'avons jamais abandonné le terrain des luttes. Aujourd'hui, nous voulons que nos luttes soient reconnues et inscrites au patrimoine des luttes de l'immigration et des quartiers, et même plus, qu'elles soient inscrites dans les luttes d'émancipation qui, tous les jours, inventent la France. Ensuite, parce que nous refusons que l'État colonialiste français nous instrumentalise contre nos communautés ou contre les hommes de chez nous. Nous refusons d'être des NPNS, au service du patriarcat blanc et impérialiste. Nous sommes radicalement contre la racialisation des hommes non blancs dont nous payons l'humiliation au prix fort. C'est pourquoi le pire est très honoré que plus de 20 femmes issues de l'histoire coloniale aient accepté notre invitation. Je les salue.
une grande militante, une femme qui a fait la fierté et qui continue de faire la fierté de millions de personnes au travers le monde, a accepté d'être des nôtres, de célébrer notre action, notre engagement, peut-être, mais je suis sûrement présomptueuse de célébrer avec nous une beauté que nous voulons sauver. Cette dame, cette femme belle au sens que James Baldwin donnait à son sens, à ce mot, c'est Angela Davis.